Bonjour, bienvenue Bonjour. pour cette première rencontre sur un cycle que nous avons décidé de mettre en œuvre sur l'inflation, parce que cette problématique s'est imposée à nous avec la crise du Covid et puis avec les événements que nous connaissons aujourd'hui, elle s'est vraiment développée. Et donc nous avons une série de questions pour pouvoir intégrer cette inflation à l'intérieur de nos gestions. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Arnaud Grimou, qui est le gérant du fonds CMAM Inflation. Et dans ce fonds, la guideline, c'est comment arriver à traiter l'inflation avec un fonds qui est investi en obligataires d'État européens. A priori, c'est une gageure un petit peu compliquée, mais on va voir comment, avec cette technique qui est bien particulière de la gestion des fonds inflation, nous allons pouvoir répondre à comment traiter l'inflation, quel est son contexte et quelles sont les perspectives que nous allons pouvoir en tirer. Arnaud. Bonjour à tous. Je vous propose de commencer directement la connaissance et la compréhension de ce fonds qui est composé d'obligations indexées à l'inflation en revenant sur les principes de fonctionnement de ces obligations. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les obligations indexées à l'inflation sont au départ partagent les mêmes caractéristiques qu'une obligation souveraine classique. On est sur le même risque de crédit, on est sur un émetteur souverain. Et elles sont, de la même manière que les obligations nominales classiques, composées d'un coupon et du remboursement d'un nominal à l'échéance. Alors, à la différence des obligations souveraines classiques, dites nominales, dans le cadre des obligations indexées à l'inflation, on va avoir le prix de remboursement final qui sera payé à l'investisseur, au porteur de cette obligation, qui va être déterminé en ajoutant à la valeur du principal l'inflation qui aura été cumulée entre la date d'émission de l'obligation et la date de remboursement. Cette inflation est généralement calculée à partir d'un indice officiel d'évolution des prix à la consommation, calculé par des organismes statistiques, comme par exemple l'INSEE pour l'inflation française ou Eurostat pour l'inflation européenne. Donc si on prend un exemple, si la valeur de remboursement d'une obligation indexée à l'inflation dans 10 ans est de 100 et que entre aujourd'hui et la maturité de l'obligation, donc en 2032, l'évolution des prix à la consommation en zone euro aura été de 30%, eh bien, le porteur de cette obligation sera remboursé de 130 au lieu de 100. Et donc, ça va lui permettre de finalement être compensé de l'inflation qu'il aura subie pendant toute la période de détention de l'obligation. Le mécanisme d'indexation sur l'évolution des prix à la consommation concerne également le paiement des coupons, puisque à la différence des obligations fixes nominales que l'on voit sur le graphique du bas, nous avons, en plus d'un coupon fixe qui est connu à l'avance, une partie de compensation pour l'inflation qui est connue chaque mois en fonction de l'évolution des prix, qui vient s'ajouter au coupon annuel qui est connu sur les obligations indexées à l'inflation. Donc, si on revient sur le coupon, ça permet de... ce coupon donc, va être rajouté au coupon annuel connu que l'on a sur les obligations nominales. Alors, si on revient sur un concept important sur les obligations indexées à l'inflation, c'est le concept de point mort. Alors, le concept de point mort est, d'un point de vue calculatoire, la différence entre le rendement que l'on a sur une obligation nominale classique et le taux réel que l'on a sur une obligation indexée à l'inflation. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce point mort d'inflation mesure en fait l'anticipation implicite qu'a le marché vis-à-vis de l'inflation qu'il y aura en moyenne pendant la durée de vie de l'obligation. Donc ce niveau de point mort d'inflation est le niveau moyen d'inflation pendant la période de détention de l'obligation, pour lequel il va être indifférent pour un investisseur de détenir soit une obligation nominale, soit une obligation indexée sur l'inflation. Donc on se retrouve dans une situation où si l'inflation moyenne que l'on va subir sur la période de la durée de vie de l'obligation est supérieure au niveau du point mort aujourd'hui, on aura une surperformance de l'obligation indexée à l'inflation par rapport
à l'obligation nominale. Donc si on prend un exemple, si aujourd'hui le rendement d'une obligation nominale s'élève à 1,5% et que le rendement d'une obligation indexée est de 0%, donc on a donc un point mort qui se calculerait à 1,5%, eh bien, si au cours de la détention de l'obligation indexée à l'inflation, on a une inflation moyenne qui va être par exemple de 2%, eh bien, le porteur de l'obligation indexée à l'inflation va réaliser une surperformance par rapport à la détention de cette obligation classique. Donc, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux comment fonctionnent ces obligations indexées à l'inflation et comment elles peuvent permettre de se protéger justement contre ce risque inflationniste, puisqu'on bénéficie d'une indexation sur l'évolution des prix à la Donc, consommation. tout dépend de l'anticipation d'inflation que l'on peut avoir. Absolument, tout dépend de ces anticipations. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte qui est plutôt favorable pour l'évolution de ces anticipations d'inflation. Alors, si déjà on revient un petit peu sur ce qui s'est passé sur l'inflation qui a été constatée sur les derniers mois, et notamment depuis 2020 et la crise pandémique, on a eu en fait une inflation qui a fortement augmenté à partir de la fin 2020 et des conséquences de la crise pandémique, avec une inflation qui tous les mois a surpris à la hausse, à la fois les investisseurs, les économistes, mais également les banques centrales. Tous les mois, on connaît un pic d'inflation supplémentaire. C'est à la fois le cas sur la zone euro et aux États-Unis. En zone euro, par exemple, sur le dernier chiffre d'inflation qui a été publié récemment, on a eu une inflation qui s'est affichée à 5,8% en glissement annuel. Là encore, en accélération par rapport au mois de janvier où l'inflation n'avait été que de 5,1%. Donc on voit bien des tensions inflationnistes qui continuent de s'accélérer. L'autre indicateur qui est assez suivi sur le marché de l'inflation, c'est ce qu'on appelle l'inflation cœur ou l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire qu'on va prendre le panier d'inflation duquel on va retirer des composantes volatiles que sont l'alimentation et les prix de l'énergie. Et même si on regarde cette composante qui est un petit peu plus sous-jacente, un petit peu plus représentative du fonctionnement de l'économie, on est aujourd'hui sur un niveau, par exemple en zone euro, qui a atteint 2,9%, donc qui est quand même aussi très important par rapport, très significatif, hein, notamment lorsqu'on regarde sur l'historique du graphique que vous pouvez voir, où on était quasiment dans une situation d'inflation négative il y a quelques années. On est aujourd'hui, on a complètement changé d'environnement de marché avec une forte pression d'inflation. Alors, comment est-ce qu'on explique cette forte poussée de l'inflation? C'est essentiellement, donc là sur les chiffres de février, on n'avait pas encore l'impact du conflit en Ukraine, hein. Donc on était vraiment sur les conséquences, la poursuite des conséquences de la crise pandémique qu'on a depuis 2020, avec essentiellement une flambée des prix de l'énergie qui explique à peu près environ 50%, la moitié du choc inflationniste que l'on voit sur le graphique. On a eu également une thématique qu'on a beaucoup entendue de la part des entreprises, c'est la perturbation des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de production, avec beaucoup de pénuries qui ont obligé les entreprises à réduire leur volume de production par rapport à une demande qui a été très forte, avec une consommation qui a été retardée par rapport à l'inflation, par rapport aux restrictions, et également une forte relance fiscale. Et également, en toile de fond, le financement de la transition écologique qui également apporte un surplus d'inflation. Les perturbations de la chaîne logistique avaient fait dire que l'inflation était finalement transitoire. Je me souviens de l'année dernière, on disait que c'est un élément passager. Elle devient finalement maintenant un peu récurrente et elle se développe pour se maintenir. C'est bien ça l'idée. C'est absolument le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a un choc qui d'abord concerne les prix de l'énergie et qui ensuite va venir se transmettre dans un effet de ce qu'on appelle les effets de diffusion de second tour à l'ensemble des secteurs de l'économie. Donc ça va d'abord concerner l'industrie qui paye en fait finalement des intrants un peu plus chers à cause des prix, alors pas que de l'énergie, hein, ça concerne également d'autres matières premières, ça concerne également les prix alimentaires. Et ces prix à la production sont ensuite transmis au reste des secteurs de l'économie, notamment dans les services, via les prix à la consommation. Et il y a également un autre aspect qu'on surveille, c'est la dynamique salariale qui, pour l'instant en Europe, est faible. On n'est pas du tout dans un scénario
de boucle prix-salaire et d'emballement des prix, mais c'est quelque chose qu'on surveille et qui pourrait demain contribuer à une inflation plus forte. Alors, aux États-Unis, en un mot, on est sur des niveaux d'inflation qui sont encore plus élevés, notamment pour des raisons spécifiques aux États-Unis, avec notamment une composante logement qui est intégrée dans le panier du calcul des chiffres d'inflation aux États-Unis qu'on n'a pas en Europe. On sait qu'aux États-Unis, on a eu une hausse des prix de l'immobilier de l'ordre de 20% depuis la crise pandémique. Et cette forte hausse des prix de l'immobilier se retrouve en fait dans les prix des loyers, avec un effet un petit peu retardé. Et ça a fortement soutenu la hausse de l'inflation aux États-Unis. On a également à citer une dynamique salariale qui est beaucoup plus importante qu'aux États-Unis. On l'a vu sur les derniers chiffres qui sont publiés par les organismes statistiques, avec une dynamique salariale beaucoup plus forte aux États-Unis, avec un taux de chômage qui a déjà dépassé qui est déjà revenu sur les plus bas d'avant la crise pandémique, et des tensions salariales qui commencent un petit peu à se matérialiser et qui participent à cette inflation assez soutenue que l'on a aux États-Unis. Donc, ce que l'on voit, c'est que finalement, l'économie mondiale subit des chocs, les uns après les autres, mais qui vont tous dans le même sens, Absolument. vers un développement de l'inflation. Exactement, et ce sont des facteurs qui sont interdépendants et qui s'alimentent entre eux et qui favorisent cette forte accélération de l'inflation. Alors maintenant, si on regarde un petit peu dans une logique de perspective, un petit peu à court terme et puis à moyen terme, alors à court terme, ce qui va bien sûr alimenter l'inflation, comme on peut le lire dans l'actualité, c'est bien sûr le conflit en Ukraine, qui finalement va venir ajouter une source supplémentaire d'inflation et qui va venir accélérer les tendances qui s'étaient déjà matérialisées à cause de la crise pandémique. La première, c'est bien sûr la crise énergétique, avec notamment une zone qui va être principalement concernée, c'est la zone européenne, qui est extrêmement dépendante de l'énergie qui vient de Russie. Donc là, on s'attend à un choc supplémentaire massif sur les prix, bien sûr, du pétrole, mais également et surtout les prix de l'électricité et du gaz, qui sont encore plus importants dans le panier d'inflation européenne que le pétrole. Leur poids est plus important. Et pour nous, donc, cette onde de choc supplémentaire va porter l'inflation encore plus, sur des niveaux encore plus élevés que ceux qu'on anticipait en début d'année, avant que le conflit en Ukraine éclate. Et puis on a également d'autres facteurs qui peuvent fortement accélérer l'inflation. On a par exemple, on l'a vu, face à cette forte dépendance énergétique, des États européens et une zone euro, enfin une Europe qui a décidé de renforcer son indépendance énergétique par rapport à la Russie. Et ça va entraîner beaucoup de dépenses publiques pour justement financer ces nouvelles capacités énergétiques pour être indépendants par rapport à la Russie. On peut également citer une volonté de renforcer l'indépendance militaire de l'Europe avec, par exemple, en Allemagne, la décision d'augmenter les dépenses de plus de 100 milliards d'euros en 2021 sur les dépenses militaires, ce qui représente à peu près 3% du PIB allemand. Donc, ce sont des montants assez significatifs. Et puis, on a également des perturbations des chaînes logistiques qui vont s'accélérer, qui vont venir donc... On voyait en fait un début d'amélioration au niveau des pénuries en début d'année, avec des stocks qui commençaient un petit peu à se reconstituer. Et là, on voit qu'avec le conflit en Ukraine, eh bien, on a énormément de matières premières qui vont à nouveau se retrouver en pénurie. On a également beaucoup de chaînes logistiques et qui transitent par la zone Russie-Ukraine, par l'Europe de l'Est, qui se retrouvent perturbées. On a également des usines européennes qui sont obligés de réduire, voire même de se mettre à l'arrêt. Et donc ça va également accentuer les contraintes d'approvisionnement et donc amener l'inflation sur des niveaux encore plus élevés que ceux qu'on anticipait en début d'année. Donc ça, on va dire, c'est pour une logique un petit peu à 12-18 mois, le temps de voir la diffusion dans l'ensemble de l'économie des chocs que l'on voit aujourd'hui, qui vont mettre un petit peu de temps à se matérialiser. Aujourd'hui, on est vraiment attentif à la fin du conflit, mais une fois que le conflit sera résolu, on l'espère tous, ce qu'on va voir, en fait, c'est vraiment les conséquences dans l'économie, comme un petit peu, on l'a vu avec la crise pandémique. Au début, les conséquences n'étaient pas forcément visibles, et c'est vraiment avec un effet assez retardé dans l'économie, à 12-18 mois, qu'on a vraiment commencé à voir les conséquences au quotidien pour les entreprises. Et là, il est tout à fait possible qu'on se retrouve dans la même situation où, dans un délai de 12 à 18 mois, ce sera vraiment à ce moment-là que l'effet
perturbateur sur l'inflation sera maximal pour l'ensemble de l'économie. Donc finalement, les chocs s'accumulent les uns Exactement. et se renforcent les uns avec les autres. Exactement. Et au-delà de ce choc qui va peut-être se matérialiser à 12-18 mois, nous, on pense que l'inflation, même sur des perspectives un peu plus à plus long terme, sera sur des niveaux beaucoup plus élevés que ceux qu'on a connus lors de la dernière décennie et au-dessus des cibles actuelles des banques centrales qui se situent autour de 2%. Pour beaucoup de raisons. La première, c'est notamment le financement de la transition écologique. On voit qu'aujourd'hui, à cause de l'attention particulière des investisseurs sur l'impact écologique de leurs investissements, on peut se retrouver dans une situation de sous-investissement, notamment dans les énergies fossiles, avec des situations de pénurie qui vont entraîner demain un prix de l'énergie qui va coûter plus cher. On voit également que les volontés de renforcer l'indépendance énergétique, ça va également accentuer les dépenses de CAPEX et d'investissement dans des nouvelles capacités de production, qui là aussi demandent des matières premières, qui vont également se retrouver sous tension, avec pas assez d'offres par rapport à cette demande supplémentaire de nouvelles capacités. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que le développement des énergies renouvelables sont également très gourmands en matières premières. Et aujourd'hui, ça va également rajouter une pression supplémentaire sur le prix des matières premières à long terme. Donc tout ça, ça permet de dire que les anticipations finalement de l'inflation, le fameux break-even, on est au-dessus potentiellement de ce break-even. Donc c'est un moment important pour rentrer sur ce fonds. Exactement. Okay. Alors, c'est tout à fait ce qu'on va voir sur le graphique ci-dessous. Donc là, vous avez en fait les points morts d'inflation, le fameux break-even dont on parlait en début de présentation, qui donc représente finalement l'anticipation des investisseurs sur l'horizon de ces obligations de quelle sera l'inflation moyenne sur la durée de détention de l'obligation. Et ce qu'on voit très graphiquement, enfin de manière très graphique, c'est que donc on avait déjà eu une forte accélération des anticipations d'inflation au lendemain de la crise pandémique. Au fur et à mesure où le marché et les économistes et les entreprises se sont rendus compte des conséquences inflationnistes de toutes les perturbations qu'on a décrites. Et là, on voit que très récemment, et c'est encore plus visible sur les points morts français et allemands, on a eu une très forte accélération des points morts d'inflation à cause de la crise en Ukraine et des conséquences, alors bien sûr sur l'énergie, mais également sur les perturbations des chaînes de production, sur les pénuries sur d'autres matières premières. Et donc, on a eu une forte accélération de ces points morts d'inflation, puisque aujourd'hui, on a un marché qui anticipe une inflation qui sera beaucoup plus élevée au cours des prochaines années. À cause de l'ensemble des facteurs que l'on a décrits. Et donc ça, c'est favorable à l'évolution de la valeur liquidative du fonds. Absolument. Ce qu'il faut voir, c'est que au-delà de l'indexation et donc des coupons que l'on va recevoir lorsque l'on est porteur d'une obligation indexée à l'inflation, qui sont indexés sur les chiffres d'inflation plus élevés qu'on a vus, qui sont publiés, là, on est dans une logique de perspective. Et un autre moteur de performance pour les obligations indexées à l'inflation, ce sont ces anticipations d'inflation qui, au fur et à mesure où elles augmentent, permettent à ces obligations de s'apprécier et donc d'enregistrer une performance positive et même supérieure à des obligations nominales classiques. Donc, ça permet d'illustrer tout à fait l'intérêt du fonds CM/AM Inflation qui, vraiment pour l'investisseur, est un des meilleurs moyens de se protéger contre ce risque inflationniste, contre cette inflation qui s'est matérialisée, comme on l'a vu dans les chiffres d'inflation, mais également ce risque inflationniste qui risque de durer et qui risque de s'accélérer dans les prochains mois à travers, on l'a vu, la hausse des anticipations d'inflation. Donc, comme on l'a dit, ce fonds permet tout simplement de se protéger contre la hausse de l'inflation à travers les mécanismes d'inflation qu'on a vus, mais et surtout, dans le contexte actuel, de profiter de l'appréciation des anticipations d'inflation qui donc s'est accélérée sur les dernières semaines et qui, on pense, va continuer à se matérialiser du fait du paysage et de l'environnement économique que l'on a décrit et de tous les facteurs un petit peu sous-jacents et qui sont interdépendants et qui vont continuer d'alimenter l'inflation. Et enfin, ça permet dans un scénario finalement de hausse graduelle des taux,
puisqu'on l'a bien vu que les banques centrales, même si elles ont reconnu l'ampleur du choc sur les économies du conflit en Ukraine, eh bien, ont quand même décidé de continuer leur politique de resserrement monétaire. Et donc, dans une logique de hausse des taux, eh bien, les obligations indexées à l'inflation vont permettre d'amortir en partie ce choc de hausse des taux en compensant l'investisseur pour la partie inflation de la hausse des taux. D'autant qu'on peut envisager que la hausse des taux va être un petit peu plus ralentie ou du moins plus lente que celle qui était prévue initialement. Absolument. On est quand même, voilà, on est dans un scénario de hausse graduelle des taux, puisque on voit qu'au-delà de l'impact inflationniste, on va également avoir un impact sur les économies à travers, et notamment une baisse d'activité à cause des restrictions sur certaines activités, mais également à cause de la baisse de la confiance des ménages et des consommateurs et des entreprises, qui risquent également de baisser un petit peu le niveau d'activité. Mais ça va permettre également donc, de se couvrir contre cette hausse de taux qui provient de la composante inflation. Arnaud, rappelez-nous sur quoi vous êtes exactement investi. Ce sont des obligations d'État. Absolument. De combien de pays européens? Alors, si on regarde le détail du fonds, un petit peu pour voir comment est-ce qu'il est investi et comment s'organise donc l'allocation d'actifs, on est investi sur 4 États européens qui sont en fait les 4 seuls États qui émettent des obligations indexées à l'inflation sur la zone euro. Donc c'est la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne qui sont les 4 principaux émetteurs de dette puisque ce sont les 4 principales économies de la zone euro. Donc nous sommes investis sur ces 4 pays avec une répartition sur l'Allemagne et la France, mais également un intérêt sur l'Italie et sur l'Espagne qui offrent des perspectives de spread intéressantes. Donc des émetteurs très stables. Absolument. Ce sont des émetteurs souverains qui, et notamment pour l'Italie et l'Espagne, qui vont pleinement bénéficier des programmes de soutien qui avaient été annoncés par la crise pandémique, avec le programme des 750 milliards d'euros annoncé par l'Union européenne. Et ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aussi au positionnement en maturité du fonds, puisque nous avons fait le choix d'être investis sur des maturités intermédiaires, entre 0 et 10 ans, ce qui est un petit peu plus court que le marché des obligations indexées à l'inflation, qui est plutôt concentré sur des maturités longues, avec des obligations qui peuvent aller sur des maturités jusqu'à 30 ans. Nous, on a fait le choix d'être investis sur des maturités intermédiaires, avec une maturité moyenne du portefeuille qui se situe autour de 5 ans, ce qui est très faible par rapport à une maturité moyenne de l'univers des obligations indexées à l'inflation qui se situe à 10 ans, donc 2 fois plus. Sensibilité taux plus faible. Exactement. Donc, ça a 2 avantages pour nous. Enfin, en tout cas, on considère que ça a 2 avantages dans le contexte actuel. Le premier, c'est une exposition au risque de taux qui est beaucoup plus faible par rapport à une sensibilité de 10 années, donc 2 fois plus. Donc, ce qui va permettre d'amortir et de moins souffrir d'un environnement haussier taux. Et le deuxième avantage, c'est que les obligations indexées à l'inflation de maturité courte ont, pour des raisons techniques et calculatoires, vont réagir beaucoup plus vite aux surprises d'inflation des chiffres d'inflation qui sont publiés chaque mois, mais également elles vont réagir beaucoup plus vite aux chocs que l'on peut avoir par exemple sur les prix de l'énergie. Et quand on regarde la performance par exemple des obligations indexées à l'inflation en fonction de leur maturité, on voit que notamment depuis le début de l'année, ce sont surtout les obligations indexées à l'inflation sur les maturités courtes qui ont enregistré une performance très positive, puisqu'elles ont à la fois bénéficié de la très forte hausse des anticipations d'inflation, notamment sur la partie courte, avec un choc énergétique qui va être maximal à un horizon 2-3 ans et qui devrait normalement ralentir, même si on pense que l'inflation va quand même rester plus élevée que sur la dernière décennie. Et l'autre avantage, c'est du fait du fonctionnement des obligations indexées à l'inflation, une appréciation des points morts qui a été beaucoup plus bénéfique pour les indexés courts. Donc en quelques mots, on maximise l'effet inflation dans le fonds et on minimise l'effet taux que l'on peut avoir à l'intérieur. Donc en quelques mots, est-ce qu'on pourrait résumer ce fonds-là? Alors, donc ce fonds en fait va vous permet en fait à l'investisseur de prendre donc une exposition sur les obligations indexées à l'inflation, qui sont un instrument donc souverain, donc sur lequel il n'y a pas de risque de crédit corporate, donc on est sur de la dette d'État, et qui permet donc, grâce à des mécanismes d'indexation à l'inflation, sur les indices d'inflation qui sont publiés, de se prémunir contre une hausse de l'inflation.
qui est aujourd'hui un vrai risque, tout en prenant un risque de taux modéré grâce à un investissement sur des maturités, avec une maturité moyenne du fonds autour Tout de à fait. 5 ans, Tout qui est à fait. relativement courte. Tout à fait. Juste un mot, une petite performance depuis le début de l'année Alors, à ce jour? ce qui est donc assez remarquable Voilà, par rapport à un environnement obligataire qui absolument. a souffert fortement de la hausse des taux, on voit que dans cet environnement de hausse des C'est ça. anticipations d'inflation, mais également d'indexation des coupons et du nominal C'est sur les ça. chiffres d'inflation élevés qu'on a vus en tout début de présentation, Mm. eh bien, ces deux moteurs de performance, les anticipations d'inflation et, le portage d'inflation, l'indexation Mm. sur les indices d'inflation, a permis de plus qu'amortir Plus le qu'amortir, oui, choc tout à fait, c'est très intéressant. de la hausse des taux et d'enregistrer donc Mm. une performance largement positive, alors qu'un investisseur qui aurait été sur un support Mm. obligataire classique de maturité Tout à équivalente fait. aurait enregistré une performance beaucoup plus négative. Et nous ne parlons pas des marchés actions, qui est un autre aspect. Ah, tout à fait. Euh, Peut-être que nous allons passer avec cet élément de conclusion sur les questions qui peuvent nous être posées. Je vois les questions là qui apparaissent sur l'écran. Donc, enfin oui, elles sont d'ailleurs assez intéressantes. Effectivement, on peut les mettre. Question, peut-on envisager une chute brutale de l'inflation? Parce Alors, qu'effectivement, inflation sans inflation, c'est une gageure. ça serait une configuration en effet Compliqué. de marché qui serait défavorable pour le fonds inflation. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des facteurs, C'est ça, l'environnement c'est ça. que l'on a décrit, le seul facteur qui pourrait entraîner une forte dégradation des anticipations d'inflation, ça serait un choc récessionniste Mm. avec un arrêt brutal des économies et des conséquences majeures pour l'économie. Aujourd'hui, à travers les plans de soutien des gouvernements, mais également un impact Mm. du conflit ukrainien qui devrait quand même être gérable, Mm. avec un impact qui est mesuré selon les économistes avec une conséquence de l'ordre de 1 à 2 points sur le PIB, c'est tout à fait gérable pour les économies, et notamment l'économie européenne, qui sera la plus durement touchée par le conflit ukrainien. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas le scénario central d'avoir une récession. Et donc, pour nous, on pense que les tensions inflationnistes vont continuer à se matérialiser, risquent de s'accélérer au fur et à mesure où tous ces effets se diffusent à l'ensemble des segments de l'économie, à l'ensemble des entreprises, et finalement se répercutent sur les prix à la consommation. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas du tout notre scénario central d'avoir une baisse des anticipations d'inflation. À cette question, nous sommes désolés de répondre que nous n'envisageons pas une chute brutale de l'inflation. Ce n'est pas notre scénario principal aujourd'hui. Question un petit peu en poursuite. Est-ce qu'il y a de l'inflation dans les pays européens est-elle partout la même? Autrement dit, est-elle équivalente? On a en fait une inflation, donc quand on regardait les chiffres en tout début de présentation, par exemple en zone euro qui se situait au mois de février à 5,8%, il y a quand même un pays qui est assez différent, c'est la France, qui a une inflation qui est quand même nettement inférieure à l'inflation qu'on a en moyenne en zone euro. Alors ça s'explique principalement par deux raisons. Le premier, c'est d'abord les mécanismes qui ont été décidés par le gouvernement français pour amortir le choc énergétique pour les ménages et pour les entreprises, qui du coup ont entraîné en fait un choc inflationniste pour ces ménages et pour ces entreprises beaucoup plus faible que celui qu'ont subi les agents économiques en Allemagne et en Italie, où le choc énergétique a été beaucoup plus important, et donc qui explique qu'on a une inflation dans ces pays qui est beaucoup plus élevée qu'en France. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis plusieurs mois dans le fond, on avait choisi d'être exposé plutôt à l'inflation de la zone euro et à être moins exposé sur l'inflation en France pour ces raisons-là, avec justement donc, des pressions inflationnistes beaucoup plus fortes à l'échelle de la zone euro qu'en France, et donc une performance supplémentaire en étant exposé sur ces obligations indexées sur la zone euro que sur les obligations indexées françaises où les pressions inflationnistes sont moindres, même si elles sont quand même assez notables. Alors, on le voit, c'est un fonds d'anticipation. Alors, la question suivante, est-ce que ce marché est profond? Je traduis, est-ce qu'on peut rentrer et sortir facilement de ce support? Alors, absolument. On est vraiment sur un sous-segment du marché des dettes d'État qui représente des montants très importants. Le sous-segment des obligations indexées à l'inflation, rien que sur la zone euro, représente 615 milliards
d'euros d'encours. Donc on est absolument sur un marché très profond, Mmh. ce qui signifie en fait très liquide, sur Très bien. lequel on peut acheter des montants très importants. Et donc ça permet vraiment d'être très dynamique et de Mmh. pouvoir entrer et sortir Mmh. très facilement Mmh. de ces supports quand on le souhaite. Bah, je crois que nous allons rester sur ce mot de conclusion. Effectivement, nous avons un fonds qui est très dynamique, dans lequel nous avons des anticipations qui le sous-tendent, qui sont parfaitement positives. Donc, on peut retenir que ce fonds va continuer à très bien se comporter. Malheureusement, on n'anticipe pas une baisse de l'inflation, donc on peut rester sur ce fonds. Et celui-ci est très profond, donc on peut entrer et sortir comme on veut sur ce type de support. Merci. Merci à tous.